Bonjour, je reçois l'homme qui a inventé la pop en France. L'homme qui a brisé les tabous de la France gaulienne bien avant mai 68, a cultivé l'androgynie bien avant David Bowie, a été un concertiste virtuose bien avant de façonner des chansons et est devenu une légende, et bien pour se venger de son enfance. C'est Michel Polnareff. Michel Polnareff dont la tournée 2016, triomphale, est prolongée jusqu'au 3 décembre dans les Zéniths de France et passera par la salle Pleyel à Paris le 2 décembre. Oh, quelle impression ça fait de recevoir une légende. Cher Michel, entre l'exil pour l'Amérique en 73 et votre retour sur scène prodigieux à Bercy en 2007, il s'est écoulé plus de 30 ans. Alors, 30 ans d'absence, ça provoque l'oubli ou ça crée le mythe. Dans votre cas, ça a créé le mythe. Est-ce que vous avez le sentiment d'en maîtriser parfaitement les raisons ? Moi, je vis avec Michel tout le temps, alors je me rends pas compte. J'ai pas la distance avec moi-même. Mais disons que j'ai eu quelque part. Je vais quand même pas féliciter le mec qui m'a escroqué. Mais disons qu'il m'a quand même donné presque une obligation de partir de mon propre pays, puisque je ne pouvais pas faire face à mes ennuis financiers. Donc je suis parti, j'ai découvert l'Amérique. En fait, c'était formidable de devenir inconnu. Parce qu'en fait, j'ai jamais rêvé d'être quelqu'un de connu, puisque à l'époque, je voulais pas être chanteur, je voulais pas être sur le devant de la scène. Ouais. Je voulais faire des compositions pour les autres, etc. Et donc, j'avais demandé un contrat absolument impossible. Je voulais les meilleurs guitaristes, je voulais Jimmy Page à la guitare, je voulais John Paul Jones à la basse, je voulais la plus belle suite dans un hôtel à Londres, alors que j'étais chanteur des rues. J'étais devenu chanteur des rues après avoir été un premier prix de conservatoire classique, enfin, etc. Donc, c'est une vie un peu mouvementée et c'est un peu des montagnes russes, quoi. Et vu mes origines, c'était Donc tous vos caprices étaient assouvis et là, soudain, l'Amérique, c'était le plongeon dans l'anonymat. formidable. J'avais réussi à devenir inconnu. Bon, le mystère, Michel Polnareff, le mystère, c'est un vernis protecteur pour les stars. On le voit avec Mylène Farmer. Mais il faut savoir doser. Vous ne dosez pas. Vous réapparaissez seulement quand vous en avez envie. En fait, vous avez l'éternité devant vous parce que vous ne croyez pas à la mort. C'est ça ? Non, je ne crois pas à la mort. Je pense que je ne mourrai pas. Ça nous rassure, vous savez. Alors en plus, il faut dire que lorsqu'on possède un astéroïde à son nom, on a raison de se dire éternel. Le 29 juin 2002, un astéroïde découvert par l'astronome Michel Horry a été baptisé astéroïde Polnareff. Alors attention, petit cours, il appartient à ce que les scientifiques appellent la ceinture principale d'astéroïdes et il présente une inclinaison de 11,75 degrés par rapport à l'écliptique. C'est magique. Mais Michel Polnareff, je voudrais savoir, on vous a demandé votre accord pour lui donner votre nom ? Non, mais c'est difficile d'attaquer un astéroïde en justice. Mais non, c'est très flatteur, oui. C'est un scientifique suisse, c'est ça, qui a découvert cet astéroïde. C'est très gentil de sa part d'avoir enfin compris d'où je venais. Vous dites ça avec une douceur et un calme formidable. Alors, votre seul concurrent dans la pop, on peut dire en France, Michel Polnareff, c'était Gainsbourg. Gainsbourg n'est plus là depuis 25 ans. Il n'a pas d'étoile à son nom, Gainsbourg. Est-ce que vous dites parfois que vous faites quand même un étrange métier ? C'est pas un métier, c'est une pendaison, c'est c'est une mission. C'est une mission, mais en fait, c'est enfin, en ce qui me concerne en tout cas, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus pour les autres que pour moi. Parce que moi, quand je compose, ça y est, l'orgasme, je l'ai eu. Et après, eh ben, il faut que je file l'orgasme aux autres. Et c'est là où tout à coup, je sais pourquoi je fais ça. Alors effectivement, votre retour sur scène en 2016, c'est un tel triomphe que la tournée est prolongée de 16 concerts supplémentaires jusqu'au 3 décembre dans les Zéniths, ainsi d'ailleurs que salle Pleyel à Paris le 2 décembre. Mais ça fait 25 ans, Michel Polnareff, qu'on espère un nouvel album. Quand on est éternel, le temps est élastique. C'est pour ça que vous nous faites attendre. Non, non, je vais pas attendre. Je vais pas attendre parce que franchement, c'est moi qui aimerais me débarrasser du bébé. Donc je ne peux pas, moi, après autant de temps d'attente, je ne peux pas ne pas donner quelque chose de vraiment, vraiment extraordinaire. Et je trouve que le disque, eh ben, il sortira quand il sera
parfait et quand il sera fini. Ouais, pour l'instant, il est seulement très bon, je c'est peux, ça je peux promettre qu'il sortira quand il sera fini. Michel Polnareff. Peu d'artistes osent dire il n'y a aucune mégalomanie à ce que je reconnais avoir beaucoup de talent. Mais le talent, c'est l'inspiration. Comment vous la cultivez aujourd'hui, l'inspiration? Je vais dans des endroits, je regarde, j'écoute ce dont les gens que je vois ont envie. C'est ça l'inspiration, parce qu'on oublie souvent le sens des mots. Est-ce que l'inspiration est là? Plus que jamais. Mais quand on arrive dans le studio, que j'appelle la pondeuse, Ouais. Ouais. on pond ce qu'on a appris ailleurs dans d'autres endroits. Parce que quand on est dans un studio, bon, on crée pas forcément, on termine la création. Bien sûr, bien sûr. Dans votre autobiographie parue chez Plomb et baptisée Sperme, j'ai relevé cette phrase. La musique et l'envie sont... Avec un E très grave. Ben absolument, Oui. absolument. Alors, j'ai relevé cette phrase. La musique et l'envie sont deux belles salopes qui ne se présentent pas toujours au rendez-vous. Ce qui signifie donc que la grâce, on ne la convoque pas. Donc l'inspiration, faut pas la chercher pour la trouver. Si elles arrivent toutes les deux en même temps, ça peut être marrant, mais enfin, en général, elles arrivent séparément. Oui, non, ce que je voulais dire par là, en fait, c'est que c'est souvent la nuit, quand on a vraiment envie de dormir, etc., que tout à coup, je me réveille, je me dis, ça y est, j'ai trouvé un truc formidable, et un truc formidable qui vient de se passer. Donc, je suis obligé de me lever et d'écrire. Si c'est de la musique, j'écris les notes, parce que j'écris les notes comme j'écris le français. Médaille d'or de solfège, Ouais, premier ouais. prix de conservatoire. Ouais, donc pour moi, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est de se lever. C'est pour ça que j'appelle ça une salope, parce qu'elle vous réveille la nuit sans vraiment vouloir vous faire plaisir. Oui, mais enfin, heureusement, elle vous réveille la nuit. Bon, Michel Polnareff, il y a eu plein de méprises autour de vous. On vous disait éthéré, vous aviez plus d'autorité que Claude François. On vous disait androgyne, vous étiez un homme à femme. On a cru qu'on vous perdrait dans les écrans radars quand vous êtes exilé en Amérique. Et vous êtes en 2016 la légende de la pop en France qui tourne à guichet fermé. Mais de la même façon que Johnny se sent seul, est-ce que Polnareff se sent seul? Alors, les moments de solitude, pour moi, c'est vraiment en studio. Donc, je suis beaucoup moins seul actuellement, parce que j'ai Daniela maintenant dans ma vie, et j'ai Luca que j'adore. Votre fils? Absolument. Enfin, notre fils, en fait. Et en même temps, j'ai ce public avec qui j'ai des rapports formidables à travers les réseaux sociaux. J'adore cette communication. C'est quand même formidable d'avoir tout ce monde qui vous attend et qui a besoin de vous, comme moi j'ai besoin d'eux. On est vraiment devenu une espèce de grande famille. Il y a une communion absolument extraordinaire. Donc vous êtes très très connecté sur les réseaux sociaux. Très, depuis 96. Ah oui, donc j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à réagir tout au long de l'émission sur la page Facebook d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, et puis sur Twitter, bien sûr, avec le hashtag Europe 1. Avant de faire une très courte pause, Michel Polnareff, je voudrais savoir, c'est simple ou c'est très compliqué d'être Polnareff? Alors, c'est un mélange, hein. C'est un mélange, parce que je dis toujours, il y a Michel et puis il y a Polnareff. Moi, je me sens Michel tout le temps, et puis je suis ressenti comme Polnareff par les autres, ceux qui ne me connaissent pas, et puis ceux qui n'ont aucun goût et qui ne m'aiment pas, donc ça, je peux rien faire pour eux. Allez, on fait une très très courte pause et on retrouve notre légende ce matin dans les studios d'Europe 1, Michel Polnareff avec nous. À tout de suite. Bien sûr, Michel Polnareff prolonge sa tournée triomphale dans les Zéniths de France jusqu'au 3 décembre, en passant par la salle Pleyel le 2. Mais on le retrouve aussi dans 3 ouvrages intéressants parus chez Ipanema. Polnareff, Secret de chanson, par Fabien Lecoeuvre, le fameux Polnabook dans la série des beaux livres, et puis Backstage, le livre officiel de la tournée avec les photos de votre Daniela. compagne, Daniela, n'est-ce pas, Michel? Et puis vous Absolument. êtes tout à nous ce matin. Alors, Michel Polnareff, comme Gainsbourg, vous êtes issu d'une famille d'émigrés russes et votre père était musicien. Mais de ce père avec lequel vous auriez pu partager la passion de la musique, eh bien vous dites, il m'a refusé l'enfance.
C'est très fort comme phrase. Oui, alors on n'a pas partagé la passion de la musique. Il m'a fait rentrer la musique un petit peu comme on gave les oies pour avoir du foie gras. Est-ce que je lui dois ma connaissance de la musique? Sûrement. Parce qu'il paraît qu'il vous a mis au piano dès l'âge de 4 ans, à raison de 8 heures par jour, c'est ça? C'est ça, oui, 8-10 heures, oui. 8-10 heures par jour. 10 heures par jour de piano à l'âge de 4 ans. Oui, oui, oui. Oui, j'avais pas le droit de jouer avec les enfants de la rue, tout ça, etc. Donc, je jouais avec le piano pendant 10 heures. C'est un petit peu long, c'est un petit peu long. Et donc, ça m'a permis de détester le piano, de détester Chopin, de détester... J'ai pas détesté Debussy, j'ai une grande passion pour Debussy. Mais ma grande revanche, en fait, ça a été d'abandonner le classique. Bien sûr. Quand vous parliez de la salle Pleyel, moi j'ai déjà joué à la salle Pleyel. Mais oui, et alors il faut que vous nous racontiez absolument, parce que vous aviez 15 ans, n'est-ce pas? On vous remettait un prix très 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 important qui était le prix Léopold de Bellan, Léopold Bellan. qui récompense les jeunes concertistes virtuoses. Et ce jour-là, vos parents exigent, Michel Polnareff, pour aller jouer devant tous les grands professionnels assis dans la salle Pleyel, ils exigent de vous que vous soyez vêtu comme un garçonnet de 7 ans, culotte courte. Mais comment vous savez ça? C'est ça, est-ce que vous d'accord. avez eu la honte de votre vie? Une des hontes de ma vie, oui. Oui, j'en ai eu d'autres. J'ai eu d'autres. Parce que quand j'étais petit, ma mère, je crois, elle m'habillait en petite fille, en fait. Donc là, c'était déjà un progrès. Donc là, j'avais des petites culottes de garçon et évidemment, je me sentais pas du tout bien. Mais enfin, la bonne nouvelle, c'est que je gagnais le concours. Donc, je ne sais pas si elle faisait ça pour attendrir le jury et de montrer comment on peut être petit quand on est tellement grand. En tout cas, 10 heures de piano par jour dès l'âge de 4 ans et habiller une petite fille, on ne peut pas dire que pour pousser très droit, ce soit, n'est-ce pas, théoriquement la meilleure des choses. Alors, ce qui est très curieux dans la volonté obsessionnelle, j'ai presque failli dire sadique, de votre père, donc de vous faire ainsi travailler la musique classique et rien d'autre, c'est que lui, il écrivait des chansons pour Édith Piaf, il écrivait les arrangements de chansons d'Yves Montand, il accompagnait Charles Trenet et Piaf en tournée. Et puis vous aviez l'interdiction absolue d'écouter la radio, sinon c'était une correction. Par exemple, il paraît que un jour, vous avez écouté en cachette la musique qu'il jugeait trop moderne de Leonard Bernstein, donc West Side Story, et ça a été un cauchemar, l'enfer. Oui, effectivement, il m'a chopé en train d'écouter West Side Story et ça a été un scandale total. La radio a volé, enfin, etc. Parce que oui, c'était trop moderne à son goût. J'ai jamais compris exactement son problème. Je pense qu'il l'a pas compris lui-même. Mais j'ai décidé de plus lui en vouloir. C'est important pour moi de quelque part lui pardonner tout ça, quoi. Mais vous avez grandi en ignorant tout, par exemple, de la révolution du rock'n'roll, Michel Polnareff, en ignorant tout de Bill Haley, des premiers pas de Johnny. Oh non, 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 du tout. Alors comment vous faisiez, puisque c'était interdit à la maison? Non, non, alors justement, c'est intéressant parce que les premiers pas de Johnny, moi j'y ai assisté avec Henri Salvador qui était en train de faire une espèce de pétition en disant que Johnny c'était épouvantable, machin, un truc, etc. J'étais à l'Alhambra. Parce que moi, j'étais en classe quand Johnny était à l'Alhambra, en première partie de Raymond DeVos. Mais il ne faut pas oublier il a commencé, il avait 16 ans, un truc comme ça. Et moi, je l'ai trouvé formidable. Je le trouve d'ailleurs toujours formidable. Et bien sûr, j'ai connu Bill Haley. J'ai même vu Bill Haley dans un théâtre, je ne me rappelle plus lequel. Mais quand j'étais déjà parti de chez moi, et j'étais un fou d'Elvis, je n'avais pas le droit d'avoir j'avais pas de tourne-disque, ouais, c'est ça, et donc j'avais un disque d'Elvis dans mes cahiers, et donc j'étais content parce que j'avais l'objet, mais j'avais pas le son. Mon Dieu. Bon, alors, on a évoqué tout à l'heure ce prix très prestigieux qu'on vous a remis, salle Pleyel, alors que vous étiez habillé en culotte courte à l'âge de 15 ans. 5 ans plus tard. Il me semble que je l'ai eu plusieurs fois. Hein. Ouais, plusieurs fois. Ouais.
Eh bien, quelques années plus tard, vous vous affichiez en beatnik dans les rues de Paris. Et encore quelques années plus tard, vous posiez les fesses à l'air pour l'affiche devenue culte de votre Olympia en 72, affiche qui d'ailleurs trône fièrement dans 2 musées. Mais en fait, est-ce que le personnage extravagant, androgyne que vous avez façonné dans les années 60 et 70, Michel Polnareff, il était destiné à provoquer votre père? Mais il a pas été façonné, mon personnage. J'étais ça. J'étais ça. J'ai pas cherché à créer un personnage. J'étais absolument ça. Est-ce que je l'ai fait pour provoquer mon père? Non. Est-ce que je l'ai fait en réaction? Peut-être. Ouais. Bon, Karl Lagerfeld s'est dessiné pour toujours une silhouette de marquis rock surmontée d'un catogan avec les lunettes noires. Vous vous êtes inventé une fois pour toutes la crinière ondulée peroxydée ponctuée donc par les fameuses lunettes blanches que vous arborez là en ce moment, achetées en 71 chez l'opticien Pierre Marly à 100 mètres d'Europe 1. Mais alors au départ, il paraît que c'était les lunettes de soleil de Sophia Loren. Oui, en fait, c'était un modèle qui s'appelait le Sophia Sport, si je me trompe pas. Et mais elles étaient noires. Elle avait ça dans un film. Il me semble que j'ai porté ces lunettes pendant un petit moment. Et puis après, j'ai dit, ça va pas assez loin. Et c'est moi qui les ai fait transformer en blanches. Bon, ces lunettes-là, ça n'était pas une coquetterie, puisque Ouais. vous étiez myope. Bon, on va dire, on va passer rapidement, mais avec les années, il y a eu une opacification assez dangereuse du cristallin qui vous a fait craindre de devenir aveugle. Donc, on Oh, vous a opéré. Et alors, il s'est passé quelque chose de très joli que j'aimerais que vous nous racontiez. Le soir de votre sortie de la clinique, il y avait une extraordinaire Pontiac Firebird qui vous attendait, garée devant la clinique, pour vous faire découvrir, alors cette fois-ci, Paris by Night illuminé, comme jamais vous ne l'aviez vu, donc avec des yeux tout neufs. Qui était au volant? Vincent Perrault, que j'adore, et qui avait donc cette voiture. Et c'était bon, c'était extraordinaire parce que j'ai découvert des couleurs que je n'avais jamais vues avant. Cette opération m'a permis tout à coup de recouvrer la vue. Mais alors soudain, vous auriez pu vous passer de ces lunettes blanches, puisque l'opération avait magnifiquement Ah oui, oui, réussi, oui, oui, oui. mais ça aurait été finalement une trahison. Non, non, non. D'abord, quand je passe sur scène, c'est plutôt bien qu'on sache que c'est moi. Ça rassure le public. Mais il se trouve que les yeux ont été guéris. Maintenant je vois très très bien, mais ça n'empêche pas qu'ils sont toujours fragiles. Donc j'ai gardé les mêmes lunettes, mais maintenant elles ne sont que de soleil sans correction. Elles ne sont plus qu'une signature. Bon, Michel Polnareff est dans ce studio, c'est absolument épatant. On fait une pause très courte et on le retrouve tout de suite. Polnareff est encore plus grand que sa légende. Tant mieux pour ceux qui iront l'applaudir dans les Zéniths de France jusqu'au 3 décembre. Il chante d'ailleurs demain au Zénith de Lille et mardi au Zénith de Nancy. Mais ce matin, on agite la mémoire. Et quelle mémoire! Michel Polnareff, vous dites que ce métier n'est pas concevable sans chance. Alors la chance, vous l'avez taquinée à une époque de votre vie très aventureuse, puisque quand vous avez décidé de quitter le domicile familial, vous avez passé 3 hivers à la Belle Étoile. Un hiver, c'est déjà très très long, mais alors 3, vous viviez de quels expédients? Je faisais la manche. Alors c'était tellement contraire à mon éducation que c'était très très difficile pour moi de tendre la main. Et donc quand on tend la main et qu'on n'a pas encore le bras long, c'est vraiment très très difficile. Donc j'avais une petite pâtissière, je crois, qui venait et qui passait avec son chapeau et qui prenait l'argent. Et moi, je partageais l'argent avec beaucoup de. C'était des beatniks à l'époque. Ouais. Et on était sur les marches de Montmartre. Et puis on allait se manger des Devant le frites. Sacré-Cœur. Exactement. Mais il paraît que les curés du Sacré-Cœur n'étaient pas vos amis. Non, pas vraiment, non. Pas vraiment, non. C'est eux qui appelaient donc. Ils appelaient les flics pour nous faire dégager. Parce que ça faisait du bruit, parce ils nous aimaient pas, en fait, etc. Qu'est-ce que le premier prix de conservatoire, le concertiste virtuose du prix Léopold Bellan, la médaille d'or de solfège que vous étiez, a appris au cours de ces 3 hivers dans la rue à la Belle Étoile, qui forcément n'était pas toujours belle? Eh ben, il a tout appris, Tout. oui. Parce que les livres, c'est formidable, l'éducation, c'est formidable. Bon, il faut pas rejeter tout ça.
Mais en fait, j'ai pris également une revanche sur le fait que je ne pouvais pas jouer avec les enfants de ma rue. Donc là, j'ai vécu dans la rue et j'ai connu tout ce qui se passait, depuis les voyous, les drogués, les sympas, les méchants, les voleurs, les pickpockets. J'ai connu tout ce qu'en fait il faut, il faut savoir pour un jour pouvoir faire justement, ça m'aide beaucoup justement, on parlait d'inspiration, ça aussi, ça fait partie de l'inspiration, ça donne beaucoup d'expérience. Tout le monde apprend en fait en vivant la vraie vie, pas en lisant les livres des Mais autres. c'est une vraie vie quand même assez singulière, là, pour le coup. J'ai poussé le bouchon un peu loin, Un peu mais loin. oui, Alors, les femmes ont toujours eu une grande importance dans votre vie, Michel Polnareff. toujours. Ce sont elles, vos copines, paraît-il, qui vous inscrivaient à tous les concours de rock'n'roll, du golf de Rouault et de la locomotive, n'est-ce pas? Mais pourquoi avez-vous refusé un soir le premier prix qu'on vous a remis et qui était un contrat chez Barclay? Vous n'en avez pas voulu? Parce que j'aimais pas Barclay, parce que j'aimais pas Barclay. Je l'aimais plus tard. Je l'aimais plus tard quand j'ai pu être dans une position d'égal à égal. Mais à l'époque, la personne qui était là, entourée de très jolies filles, que je trouvais un peu superficielles, avec un gros cigare et tout ça, c'était un personnage qui ne me plaisait pas. Plus tard, j'ai appris à le connaître et j'ai appris à l'aimer parce que c'était un personnage extraordinaire. À l'époque, je me sentais totalement dominé par ce genre de personnage. J'avais Ouais. pas disons, je me sentais en dessous. Alors, à l'époque, vous ne vouliez pas en fait devenir chanteur, Non. vous rêviez d'être compositeur, J'ai- mais j'ai vous fait des- rêviez de j'ai- compositeur pour qui à Alors l'époque? moi j'allais à la sortie de l'Olympia et j'attendais les Shadows, j'étais un fou des Shadows, de Cliff Richard, les Beach Boys, dont j'ai fait d'ailleurs plus tard la première partie. C'était d'ailleurs mon premier spectacle à l'Olympia où j'étais en première partie des Beach Boys, qui d'ailleurs ont habité chez moi à Neuilly, etc. Et donc j'allais, je leur chantais le truc, etc. Et puis tous me disaient, mais tu chantes bien, pourquoi tu chantes pas tes chansons toi-même? Et petit à petit, comme ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même plus facile de les chanter soi-même plutôt que d'attendre des gens qui n'ont pas forcément le temps de vous écouter, etc. Voilà comment petit à petit je suis arrivé sur le devant de la scène. Voilà, exactement. Et comment, alors on va dire quand même qu'il y a eu un éditeur un peu plus convaincant que les autres, parce que Alors, cet vous étiez un éditeur, peu réfractaire quand même, hein. Il a fallu vous pousser, n'est-ce pas? vous avez parlé de Rolf Marbeau, je Voilà. suppose, et bien sûr de Lucien Maurice, Oui. qui était dans ces murs et qui a été, disons, qui m'a lancé. Je veux dire, cette station ici a lancé La Poupée qui fait non. Alors- Et encore une fois, l'influence des femmes. Rolf Marbeau trouvait que je puais, que j'avais des chaussures dégueulasses, etc. Et je l'intéressais pas du tout. Et c'est deux femmes qui ont lutté pour le convaincre parce que de me prendre. Michel Polnareff. Love me, please love me. Amcaline, le bal d'Élase, tous les bateaux, tous les oiseaux, on ira tous au paradis. Goodbye, Marilou. Bon, elle est très, 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 très longue, la liste de vos chansons qui défient le temps. Mais vous dites, il y a des musiques qui m'ont été dictées. Elles n'existent pas avant que je les compose, mais je sais qu'elles ne sont pas de moi. Elles me sont dictées. Par exemple, la sublime mélodie de Marilou, elle vous a été dictée? Bah, c'est-à-dire que c'est un peu différent de Gainsbourg, par exemple, parce que ces chansons sont vraiment pas de lui. Ah, le voyou. Mais Est-ce qu'on peut révéler à nos amis auditeurs qu'il avait une technique d'ailleurs qui était très très efficace? On risque un procès par la SACEM lorsqu'il y a 9 notes consécutives, mhm, identiques, par rapport à une mélodie officielle. oui. Lui en faisait 8, faisait la 9e différente et reprenait à nouveau la ligne mélodique avec les notes suivantes. Je vois que vous l'avez bien connu. Donc, je veux dire, non, quand je parle de quelque chose qui est dicté, je pense. Non, je parle vraiment de Goodbye Marilou, Oui. parce que bon, il y a des systèmes harmoniques, il y a des choses qu'on apprend, des choses qui sont logiques, mais celle-là ne correspondait pas du tout à quoi que ce soit que je connaissais. Le système était vraiment bizarre. Je l'ai composé en Seine-et-Marne, sur un petit Casio à batterie, etc.
Et c'est je veux dire, j'ai eu l'impression que j'avais comme une espèce d'écriture automatique, Ouais. quelque chose d'étrange, quelque chose de dicté On vous par une tenait autre la main puissance. Oui, au-dessus de la partition. oui, quelque chose comme ça, ouais. Comment il a réagi, votre père, Michel Polnareff? Lui qui composait des chansons pour Piaf, quand même, accompagnait Charles Trenet, signait des orchestrations pour Yves Montand. Comment il a réagi à vos premiers tubes, puis à votre carrière aussi triomphale que souvent sulfureuse? Complètement ambivalent, c'est-à-dire que j'ai découvert plus tard qu'il avait gardé toutes les coupures de presse, toutes les choses qui me concernaient. En fait, je crois qu'il était devenu fan, mais un fan honteux, planqué. Et en même temps, devant moi, il disait: «Ah bah, ça marche plus du tout, on t'entend plus». Il Alors vous disait ce oui, genre oui, de choses. oui, on t'entend plus, et cetera. J'ai dit: «Mais tu quoi comme radio?» Alors c'était quelque chose de style, France Info. Je dis: «Bon, non, ça me paraît normal qu'on m'entende pas sur ces radios-là». Mais je pense qu'en fait, il était à la fois fier et jaloux, mais il montrait une ambivalence évidente. On retrouve immédiatement Michel Polnareff. Michel Polnareff. Mais Vous quelle êtes mémoire! Ça va peut-être se gâter après. Vous êtes le seul artiste français qui a partagé, en 1970, l'affiche d'un méga concert devant 100 000 personnes avec le groupe mythique des Pink Floyd. Et vous dites que ce jour-là, au-delà du son planant, c'est le show visuel avec des moyens techniques encore jamais éprouvés qui vous a subjugué. Donc, depuis ce partage de la scène avec les Pink Floyd, vous avez une idée bien précise de ce que doit être un concert et de ce que doivent être vos concerts. Surtout ce que doit être un spectacle. Parce que si un concert ressemble plus ou moins à ce qu'on écoute sur un disque, je vois vraiment pas l'intérêt de se déplacer. Donc c'est vrai que j'aime faire quelque chose de différent. Je veux dire, le spectacle, par exemple, de 2016 est complètement différent de celui de 2007. Et là où je suis... 2007, moi j'ai cru que vous alliez faire en fait décoller la Tour Eiffel. Parce qu'il faut dire, il y avait 800 000 personnes qui étaient donc réunies sur le Champ de Mars. Mhm. C'était quelque chose de plus que prodigieux là. Il faut inventer un superlatif. Oui, c'était assez extraordinaire. Non, c'est inoubliable. J'espère que ça l'est pour ceux qui étaient là aussi. Comment vous l'avez vécu d'ailleurs quand vous êtes entré sur cette scène? J'ai eu un petit problème parce que la scène était tellement haute que j'avais du mal à m'approcher de. Je veux dire, le premier rang, c'était vraiment des fourmis, c'était tout petit, c'était vraiment impressionnant. J'avais l'impression d'être un alpiniste en perdition. Mais ça faisait 34 ans que vous n'aviez pas eu devant vous. D'abord 800 000 personnes, c'est Et pas anodin. il y avait plus que ça. Il y avait 1 million de gens. 1,5 million, on a dit. Les Beatles, ils se sont séparés en 70, l'année où vous partagez donc l'affiche d'un concert avec les Pink Floyd. Mais McCartney, l'empereur de la mélodie, comme vous l'êtes, vous l'avez croisé parce que je crois savoir qu'au Japon, vous êtes presque concurrents tous les deux, McCartney et vous, Michel Polnareff. Vous êtes trésor vivant. Oui, je l'ai rencontré très vaguement. Si on me demande qui je préférais, bon, j'ai toujours été Stones. Voilà. Et vous savez, moi, je préférais le côté sale des Stones que le côté propre des Beatles. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une grande admiration pour Paul, qui a écrit des mélodies absolument extraordinaires. Mais j'aime le côté scénique et théâtral des Stones, qui ne s'applique pas à McCartney. On comprend bien. Michel Polnareff, il y a assez peu de personnes dans votre public qui savent que vous avez composé des musiques pour des films aussi différents que La Folie des Grandeurs de Gérard Houry avec Montand et De Funès. Ça n'arrive qu'aux autres, de Nadine Frontignan avec Catherine Deneuve et Mastroianni, ou encore Lipstick, ce thriller américain avec Margot Hemingway et Anne Bancroft. Est-ce que vous composez toujours pour le cinéma? Et Muriel, Margot et Muriel. Et Muriel Hemingway. Oui. Vous composez toujours pour le cinéma? Actuellement non. Pour une raison que j'ignore, personne m'a approché dernièrement pour en faire, alors que j'ai très envie d'en faire, pour être franc. Vous avez très envie. Voilà, c'est un appel. J'adore faire ça parce que c'est facile pour moi. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire ça qu'une chanson qui dure 3 minutes. Je veux dire, une chanson, il faut raconter toute une vie en 3 minutes. En fait, quelque part, on redit je t'aime de la
300 millième façon. Donc, disons que c'est un exercice que je trouve plus difficile. En plus, j'ai 3 instrumentaux sur le prochain disque, Oui. auxquels je tiens beaucoup, parce que j'ai essayé de reprendre un peu le système de Paul Naref, où il y avait ce mélange de chansons et d'instrumentaux. Parce que ce que j'aime dans un instrumental, c'est qu'on y met la couleur qu'on veut, on n'est pas limité par les paroles. Alors, puisque vous me parlez justement de musique instrumentale, eh ben, vous me tendez la perche. Gilbert Bécaud n'a pas résisté au désir et à l'ambition de composer un opéra. Cet opéra en 2 actes qu'il avait écrit en 62 et qu'il avait intitulé Opéra d'Aran. Il n'a pas connu le succès à sa sortie, mais aujourd'hui, les spécialistes de l'art lyrique s'accordent à dire que c'est une œuvre fascinante. Est-ce que vous pourriez vous lancer dans une aventure pareille, Michel Polnareff, l'écriture d'un opéra? C'est déjà fait. C'est déjà fait parce qu'il est écrit mon opéra. Et j'ai simplement pas sorti. Ah bah voilà. Mais vous savez le truc le truc qui est marrant, c'est qu'on dit Polnareff il a plus d'inspiration. Et on est en train de confondre ce qui sort et ce que j'écris. On ne connaît pas tout ce que j'écris tant que ça sort pas. Donc tout à coup. Mais pourquoi ça ne sort pas? On attend l'album depuis 25 ans. Maintenant vous nous apprenez que vous avez composé un opéra. Mais enfin. Ben oui, mais c'est des choses qui, disons, comme je ne suis pas vraiment attendu là, il n'y a pas forcément de demande de ce côté-là. Ça viendra quand ça viendra. Oui, mais c'est pas actuellement l'attente principale, disons. Donc, je dois répondre à l'attente principale, qui est ce disque inédit qui, encore une fois, je le promets, sortira quand il sera fini. Voilà, heureusement qu'il est éternel, hein, Michel. On le retrouve tout de suite. Michel Polnareff. Tous les psychiatres que vous êtes allés voir ont renoncé à vous analyser. D'abord, pourquoi êtes-vous allé voir des psys? Non, et moi j'ai renoncé à les guérir. Parce que forcément, on est encore plus fou que ses patients quand on est psy, c'est ça? C'est-à-dire qu'on est on a le droit d'être fou. Mais aller voir des psys quand on est un compositeur comme vous, s'exprimer par la musique, ça n'est donc pas une auto-analyse suffisante. Ah non, ça peut être une perdition. Je veux dire, c'est vrai que j'ai eu des rencontres vraiment très intéressantes parce que j'avais envie de. J'ai passé des périodes un petit peu difficiles. Et donc, j'ai voulu un peu creuser, voir comment, disons, se débarrasser de certaines phobies ou de certaines choses, etc. Parce que quand on se met dans la création, c'est quelque chose de dangereux, hein. Alors, je j'utilise pas de drogue. J'ai fumé, de l'herbe dans les années 60, etc. Mais jamais été plus loin. Parce qu'en fait, ça me fait peur. J'aime bien être en contrôle de moi-même. Donc, oui, j'ai eu effectivement des rencontres très intéressantes. Parce que je voulais apprendre l'auto-hypnose, enfin des choses comme ça. Et j'avais envie d'avoir des guides. Bon, cher Michel, avec la manière que vous avez de gérer 35 ans d'absence, en fait très, très studieuse, puisque vous nous avez révélé qu'un opéra existait, qu'on découvrira bientôt, et en restant donc dans tous les esprits. Il sortira quand il sera fini. Quand il sera fini. Oui, oui. Bon, est-ce que je peux vous dire que vous êtes la Greta Garbo de la pop, le Howard Hughes de la pop? Alors là, j'ai préféré Greta Garbo à Hughes, je crois, parce que Hughes, quand même, il y avait alors, quand on parle de phobique, je pense que c'est vraiment le roi. Mais bon, il était vraiment très intéressant, je veux dire. Un mec quand même qui achète, qui achète les terrains du Nevada pour avoir le front de mer quand la Californie va tomber dans la mer. Je veux dire, bon. C'est quelque chose que vous seriez capable de faire, c'est ça? Si vous aviez si j'avais l'argent le d'avoir compte en banque, oui. oui. Disons que non, je le ferai pas parce que il se trouve que je tiens beaucoup à la Californie et que j'aurais pas envie de gagner. Vous êtes devenu californien, Michel Polnareff. Vous êtes heureux là-bas? Alors, j'aime beaucoup la Californie, mais disons que maintenant j'ai vraiment je ressens vraiment une double culture, c'est-à-dire que maintenant, bon, je suis de culture française, bien sûr. Je suis un Français qui vit aux États-Unis,
Mais aucune des deux cultures n'est suffisante maintenant pour moi. C'est-à-dire que je suis très très pro-américain, j'aime beaucoup les Américains. Et évidemment, il me manque beaucoup de choses au point de vue culture. Quand je suis là-bas, vous avez voyagé vous-même, donc je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et, et donc, quand je suis aux États-Unis, j'ai un manque de culture française. Et quand je suis en France, j'ai un manque de la culture américaine. Donc, au revoir. Bon, en tout cas, en ce moment, vous n'avez pas le temps d'avoir de manque, parce que depuis que vous êtes réapparu pour électriser les foules de Bercy en 2007, on le parlait tout à l'heure de la Tour Eiffel que vous avez failli faire décoller, il n'y a plus de tournée assez grande pour vous. Des concerts, je le disais, supplémentaires ont été rajoutés jusqu'au 3 décembre dans les Zéniths. Vous serez d'ailleurs, je le rappelle, demain au Zénith de Lille. Mais le vendredi 2 décembre, vous allez jouer à Paris dans une salle qui, pour vous, est chargée de souvenirs très, très particuliers. Comment vous allez l'investir, cette scène de la salle Pleyel à Paris, dans laquelle vous n'avez pas joué depuis, on peut le dire, 57 ans? C'est ça, Michel Polnareff? Vous êtes un peu désagréable. Hein. C'est pour ça que je l'ai dit tout doucement, dans le creux du micro. En tout cas, méga concert, mais salle Pleyel, là, il va falloir repenser autrement le spectacle. Oui, mais seulement le problème que j'ai, c'est que comme on fait pratiquement une salle différente tous les jours, je vois pas bien comment je peux répéter un spectacle différent pour la salle Pleyel. Mais c'est vrai que ça mériterait quand même une présentation un petit peu différente, peut-être un petit peu plus classique, peut-être en commençant tout seul au piano, etc. Mais je n'ai pas la possibilité de répéter, puisque je me rappelle pas de tête où je suis la veille. Par contre, j'ai promis, ça par contre, ça je le tiendrai, comme je l'ai fait à l'Olympia. Comme là, on peut rester sur place et on ne crée pas d'embouteillage ou des choses comme ça. Je signerai des autographes, comme je l'ai fait à la fin de l'Olympia. Après 3 heures de spectacle, je suis resté dehors pour signer. Je le ferai pareil à la salle Pleyel. Le 2 décembre prochain, Michel Polnareff. Les 3 dernières phrases du livre Sperme, paru chez Plomb au printemps dernier, sont les suivantes. Pour mieux renaître, pour revenir, enfin et encore. Mm-hmm. Oui. Vous êtes contenu là-dedans, c'est-à-dire tourner vers l'avenir définitivement. Ben oui, parce que je trouve que le passé, ça sert pour construire l'avenir, mais on ne peut pas changer le passé, alors qu'on peut changer le présent et on peut changer le futur, et des fois d'ailleurs en fonction des expériences du passé. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans les années qui viennent? De se surpasser. En musique, mais dans tout, oui. C'est-à-dire de prouver à ceux qui me soutiennent depuis si longtemps qu'ils avaient raison, et de prouver à ceux qui me donnaient tort qu'ils avaient tort. Il paraît que vous avez dit, quand mon corps s'éteindra le plus tard possible, je vais être cryogénisé, conservé dans l'azote. Ainsi, dans 100 ans, dans 500 ans, vous composerez encore des chansons, Michel Polnareff. Oui, sûrement. Je pense que de toute façon, la création fait partie entièrement de moi. Moi, j'arrête pas de créer. Au moment où je vous parle, vous m'inspirez des choses. Je veux dire, c'est non-stop. C'est un travail de 24 heures sur 24. C'est pas un travail, c'est un mauvais mot. Mais c'est un peu ça. On a commencé cette conversation en évoquant l'éternité. Vous l'avez donc bien devant vous, Michel Polnareff. En attendant, la tournée 2016 se poursuit jusqu'au 3 décembre dans les plus grands zéniths de France. Elle passe par la salle Pleyel à Paris le 2 décembre. Je souhaite bon vent à l'Amiral. Ok, c'est gentil. Merci Isabelle. Et je vous embrasse. Ok, je vous embrasse aussi.